1990, je termine mes études de cinéma à Paris et j'ai un rêve. Réaliser des clips pour mes groupes préférés. Je passe mes nuits devant les chaînes musicales où les Anglais et les Américains règnent en maîtres. Et un soir, je découvre le groupe Oui Oui. Chanter en français, leur pop juvénile est déjà parfaitement décalé. Mais je suis surtout fasciné par leurs images. Je n'ai jamais vu un clip comme ça. Qui a bien pu imaginer un tel ovni ? Je décide d'aller filmer un concert de Oui Oui avec le secret espoir de les rencontrer. Ce soir-là, on sympathise rapidement et je finis par leur demander « Qui fait vos clips ?» Le batteur du groupe, plutôt en retrait jusque-là, me répond « C'est moi ». Je ne réaliserai jamais leurs clips. Mais je viens de rencontrer Michel Gondry. Cette rencontre va changer ma vie et m'amener à travailler avec le gratin de la pop musique et du cinéma. Part mad scientist, part musician and a large part dreamer. Yeah. Il a un style vraiment très unique. Si on le copiait, ce serait tellement flagrant. I'd been an admirer of his videos for years. I was like, I wish I had a video like that. Michel's just such an original. He's like a cult guy. I would never like to get inside Michel's mind. Comment le jeune batteur de Oui Oui est-il devenu en quelques années l'un des créateurs les plus marquants de l'époque ? Et comment cet autodidacte a-t-il réussi à s'imposer à Hollywood sans jamais renoncer à son style inimitable ? Dans la famille Gondry, tout le monde fait de la musique. Sa mère est pianiste et son père, fan de jazz et de rhythm and blues, est guitariste. Son frère Olivier joue de la trompette et l'aîné, François, de la guitare. À 14 ans, le timide Michel choisit la batterie pour se donner plus de chance avec les filles. Un échec complet, me confiera-t-il. Mon père s'occupait d'un magasin de musique dans le centre de Versailles. Et du coup, il me rapportait des éléments de batterie petit à petit. Michel est fan de musique, mais il a une deuxième passion, le dessin. Le bac en poche, il s'inscrit dans une école d'art appliqué. Mais l'enseignement classique lui semble complètement dépassé. Et pour cause, à la même époque, la scène culturelle parisienne vit la révolution punk, avec un seul mot d'ordre, do it yourself. Fais-le toi-même. Marqué par cet esprit indépendant, Michel quitte son école d'art pour monter une exposition de ses peintures de punk et de rocker. Et la même année, il crée avec Étienne Chary, un copain de lycée, le groupe Oui Oui. Les Oui Oui font tout eux-mêmes, textes, musique, photos et affiches. Et pour réaliser le premier clip du groupe, Michel s'offre une caméra 16 mm d'occasion, la Bolex. Un outil auquel il restera fidèle toute sa vie. Dès le premier film, qui s'appelle Bolide, que j'ai fait en 86, je me souviens, j'avais économisé 2000 francs pour le produire. Et j'avais été dans un magasin d'art chercher du papier, de la colle et tout ce qu'il fallait. En revenant chez moi avec tout le matériel, je me suis dit, bon, si je fais ça toute ma vie, ça me convient. La fabrication des décors, les découpages, la caméra que je maîtrisais, j'avais une sensation de liberté et de pouvoir faire ce que je voulais sans demander rien à personne. Un univers enfantin, bricolé à la main avec des outils élémentaires. Tout Gondry est déjà dans ce premier clip. Michel, il l'a fait vraiment pour le faire et c'était vraiment pour l'amour de l'art. Parce que ça prend un temps dingue, hein, c'est de l'animation image par image. Donc le fait qu'il mobilise autant d'énergie pour mettre ça en œuvre, ça dit beaucoup de choses. Avec les films suivants, Michel poursuit son approche très personnelle du clip.
non pas en filmant les musiciens, mais à la manière des cinéastes tchèques ou russes qu'il admire, en créant un univers et en l'animant de ses mains. Avec Ma Maison, il commence à mêler prise de vue réelle et animation, et brouille les frontières en plongeant les oui-oui sous terre, à hauteur d'insectes. Et pour la ville, il expérimente les premiers effets numériques et invente un décor de New York aux couleurs pop acidulées. Je continue à filmer les concerts du groupe et je deviens président du fan club. Nous éditons le premier numéro d'un fanzine, We We Are The World. Alors, We We Are The World, numéro spécial, numéro 1. Espérons qu'il y aura un numéro 2. Mais il n'y aura pas de numéro 2, car après 3 clips, 10 ans de concerts et 2 albums au succès d'estime, le groupe Oui Oui se sépare. Donc Michel, c'est un peu lui qui a précipité la fin du groupe, mais enfin, je veux dire, il voulait pas, je pense qu'il ne voulait pas, mais c'était comme ça, il avait d'autres trucs mieux à faire et c'était très bien. Car si l'audience de Oui Oui est restée limitée, les vidéos illustrant leurs chansons ont été remarquées, et d'autres artistes demandent à Michel de réaliser leurs clips. Un jour, je tombe sur un clip de L'Affaire Louis Trio. Un film en animation, avec un train qui passe et tout. Voilà, mais qui c'est qui a fait ça? C'est absolument incroyable. Il faut absolument que je tombe là-dessus. Il faut que je trouve... Alors, c'était en 89. Donc 89, il n'y a pas Internet. Donc pour trouver quelqu'un, c'était très compliqué. Le lendemain matin... La sonnerie de la porte sonne, et j'ouvre la porte et je vois un gamin entrer et qui me dit « Vous êtes Georges Berman, je crois », des choses comme ça. Je dis « Oui, c'est moi ». Il dit « Ah, bonjour, je voudrais vous montrer quelque chose ». Super 8 plus VHS. Ok. Regarde, c'est Michel qui avait fait ça pour démarcher en fait. Avec son numéro de téléphone. Oui, il allait voir. Berman, Georges Berman. J'allume la télé, je me mets à regarder, et là je vois L'Affaire Louis Trio. Le producteur engage aussitôt le jeune réalisateur et essaye de l'imposer auprès des labels. Moi je dis à la maison de disques, écoutez, voilà, je vous assure, il faut vraiment travailler avec Michel Gondry. C'est un génie absolument incroyable. Donc, et je montre Oui Oui la ville. Le mec de Virgin dit « Putain, mais c'est laid comme tout, quoi. C'est complètement nul, ce que tu me proposes. » Et... Michel ne fait pas l'unanimité, mais son producteur persiste. À travers ses clips, il ne vend pas un look ou une attitude. Il creuse ce qu'il y a dans la tête des artistes pour le mettre à l'image. Certains le comprennent bien, et Michel réussit à se faire un nom dans le petit monde des vidéoclips. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une artiste qui s'enferme chez elle avec 150 VHS et qui regarde toutes ces 150 VHS pour savoir quel est le réalisateur qui va faire le premier clip de son premier album solo. Björk. L'ex-chanteuse du groupe rock islandais The Sugar Cubes cherche à se démarquer à travers ses clips pour affirmer sa personnalité unique. Björk adorait les clips de Oui Oui. Elle était venue à Paris pour faire la couverture de son premier album. Et on allait manger au restaurant pas loin. On s'est bombardés les uns les autres de références et d'idées. On a grandi un peu de la même manière, dans des pays différents évidemment, mais avec des parents un peu hippies qui nous laissaient un petit peu tranquilles. Me and Michelle both had kind of like hippie parents, especially like hippie moms. They were a bit sort of not very organized. And we would have to be these kind of young kids. They were like sensible. C'était génial, c'était vraiment une sorte de symbiose. J'ai écrit une histoire par rapport à notre conversation qui avait un début, une fin, même si c'est un peu abstrait. I just remember when we were doing it, it felt
amazing. And it had a great feeling, and you really felt that you were doing something that nobody had done before. C'est lors du tournage de ce clip que je deviens l'assistant réalisateur de Michel. À moi de traduire ses idées et de faire comprendre ses trouvailles à des techniciens souvent incrédules. Un job pas toujours facile, mais très excitant. Le premier truc qu'il m'a dit le premier jour où je l'ai rencontré, il me dit on va aller couper des branches d'arbres dans une forêt, on va récupérer des racines et des feuilles mortes, on va accrocher les branches d'arbres à des pieds d'électro, comme ça, elles seront comme ça. On agrafera des racines au mur et on fera un travelling, on aura l'impression que quelqu'un tombe d'un arbre. Alors j'avais rien compris du tout, mais honnêtement c'était génial. You didn't have a clue if people were gonna like it or not. You don't even go to that level of thinking, like, will it be successful? It's just like stupid to think things like that when you're lucky enough to be part of something so magical. Je me souviens d'être passé dans la salle de montage lorsque c'était quasiment fini. Et là, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est une révolution. Petit rappel historique. Dans les années 1980 et 90, la chaîne américaine MTV a le quasi-monopole de la diffusion des clips, qui sont avant tout un outil de promotion pour vendre la musique. Et la grande tendance visuelle est une esthétique pub clinquante, où les chanteurs sont filmés comme des sex symboles ou des dieux. We had to make these things for commercial reasons. Record companies needed them. MTV is where people discovered music. Music videos were so important and just got bigger, and they really mattered. So it was like this amazing opportunity to try to make something art and sneak it into the mainstream, bringing cinema into music videos. En 8 vidéos, Björk et Michel vont reconfigurer le monde du clip et écrire ensemble une histoire au long cours. One day, I found a big book buried deep in the ground. I opened it, but all the pages were blank. Then, to my surprise, it started writing itself. L'histoire d'une jeune femme qui se replonge dans la nature à la recherche d'une innocence perdue. Consciente avant l'heure de l'urgence écologique, et qui prend sa vie en main, sans se laisser dominer par les hommes. Björk, c'est quelqu'un d'incroyable. Par rapport au féminisme, c'est le meilleur exemple à donner, parce que quand elle a commencé son deuxième album, il y avait des gens, des mauvaises langues qui disaient que c'était Nelly Hooper qui avait fait les 3/4 du boulot dans le premier, et tout ça parce que c'était une fille. Et en fait, comme elle l'a démontré directement après, c'est elle qui faisait tout, hein, c'était pas lui. Quand j'étais petit, je pensais ça de Janis Joplin, je me disais, c'est vraiment bizarre qu'une personne petite comme ça puisse avoir un impact aussi fort sur des millions de personnes. Et Björk, c'est pareil. Pour moi, Björk, elle lui a donné une confiance. Et je pense que cette confiance l'a gonflé au point de libérer des choses qu'il ne libérait pas avant, jusque-là. Il a été sensible à l'étincelle dans l'œil de Björk et ça lui a enlevé une limite qui se mettait à lui-même, je pense. C'est le moment où tout bascule. Je me suis retrouvé à avoir une proposition par mois, en avoir 5 par jour. avec l'obligation de dire non aux gens, ce qui était un truc qui n'arrivait jamais, on disait jamais non. Alors il a commencé à entamer sa collaboration avec King Cole Brothers, avec Beck, Kylie Minogue, et ça ne s'est jamais arrêté.
Est-ce que ça vous embête si je vous dis que je vous trouve génial? Non, ça me fait plaisir, mais enfin, faudrait peut-être pas trop qu'on me le dise trop souvent, ça. Pourquoi? Peut-être que ça va altérer mon ego, je sais pas. Une période de création bouillonnante s'ouvre pour Michel. Il explose le clip sous toutes ses coutures. Les groupes les plus passionnants veulent travailler avec lui. Michel entame alors une longue collaboration avec les stars de l'électro, les Chemical Brothers. Michel is always like, he's always been just on the end of the phone, really. We've never met in real life, face to face, but he's always a phone call I always look forward to. You know, when we have an idea and we send him some music, and you know he goes away and thinks, and then he'll call you up and go, "I have an idea." I remember showing it to my mum. My mum, oh, that's nice. You know, that's a nice video. Just looking out of the window, and I was like, no, Mum, if you look a bit closer, you can see that when this pylon, there's this sound, or you know, and then like, oh. You know, there's something else going on here. His original, simple idea of like your point of view of looking out of a train, the sounds of the song will be mirrored in the landscape. I remember seeing and just thinking, oh, that is so cool. And it's interesting that Michel was a drummer. The rhythmic and hypnotic trance-like quality that he can bring to videos, and it's really evident in Star Guitar. You have a simple idea that feels new and original, and then you probably work out the kind of what has to happen to realize this idea for this 3-minute pop video kind of thing, and you might go, oh, maybe not. And it took like 8 months to make it. Pour réussir à créer un paysage réaliste qui soit exactement calé sur le rythme et la mélodie, Michel se tourne vers son frère Olivier, ingénieur en effets spéciaux. Star Guitar, et c'était pas facile, je me souviens des premiers tests. Et à un moment donné, j'en pouvais plus, je retrouvais pas la solution. Et on s'engueulait au téléphone, je dis je peux pas, je dis il faut annuler. Il a même appelé Chemical Brothers en disant on peut annuler. Il dit non, c'est pas possible. Alors j'ai dû le faire, donc qu'il l'aurait pas fait si j'étais pas son frère. On est vachement proche avec Olivier. On a un côté un peu frère jumeau. Genre, si je dis une phrase, il sait la fin de la phrase. J'ai pas besoin d'aller en détail. Il dit qu'on travaille bien et tout ça ensemble, que je peux finir une phrase, mais des fois on bossait ensemble et je comprenais rien. C'est-à-dire qu'il a une vision dans sa tête qui a une forme mathématique, scientifique. Et moi qui suis cartésien, je comprenais rien. C'est-à-dire que c'est... Heureusement qu'il a le dessin d'ailleurs, pour pouvoir les partager. I could imagine that Michel is not always super clear with his presentation. Michel explained to me the concept, and I managed to envision with a drawing how this is going to work. The idea was to ask Kylie to walk around like she's coming back from some shopping, and she walks, and after a while she reached the same place that she exited. But what we do in post-production is we put the first time she was here mixed with the second time, so now there's two Kylie. There's one point where the four of me, might even be five in the end, four, all have to find our place around a pole in the street. He seems to take the seemingly mundane or ordinary and it becomes surreal. He was inspired by a magician's trick.
La multiplication de personnages trouve son origine dans l'admiration que Michel porte à Georges Méliès, magicien et pionnier des effets visuels, à qui il avait rendu hommage dès son premier film, Bolide. Méliès, c'est un magicien. C'est quelqu'un de très très important pour moi. Tous les réalisateurs s'accordent à dire que c'est lui qui a inventé la fiction au cinéma. Je joue un petit peu avec mon pouvoir de réalisateur pour faire des tours de magie. Les tours les plus simples sont les plus marquants, comme celui que j'ai filmé sur un parking lors de répétitions pour un clip de Beck. Ces chaussures qui avancent toutes seules devant Michel sont en fait accrochées à ses pieds par un fil de pêche. Le film est ensuite projeté à l'envers. A lot of times you come to me with the idea and it was so ingenious and original. He has the whole video in his mind. Every time he would send me something, it was like a Christmas present. It was like this big surprise. En général, ce que je fais, c'est que je fais défiler toutes mes idées par rapport à un clip, mentalement. Et quand il y en a, par exemple, il y en a une qui passe, où je me dis je la garde pas parce qu'elle est complètement nulle. Et puis finalement, je vais la chercher et je la traite comme une sorte d'enfant malade. C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup de soins pour qu'elle devienne une idée qui tienne la route. Si Michel soumet si souvent ses intuitions à l'épreuve de l'empirisme, c'est que son enfance a été marquée par un grand-père, pas comme les autres. Il fabrique des orgues et des cloches électroniques. Le pionnier de la musique électronique, M. Constant Martin. Je l'ai jamais vu, moi, celui-là, tu l'as jamais vu? Oui, je l'ai vu, ouais. Nous avons été amenés, pour nos licenciés étrangers surtout, à réaliser des instruments de musique légère notamment. Constant Martin, c'était un monsieur qui avait un nez crochu avec un poil de 5 cm dessus. Il ne savait pas qu'il avait ce poil et tout le monde le voyait. Bon, passons. Ça a été un inventeur, mais vraiment prolifique. Alors, ses inventions les plus connues, c'est la cloche électronique. Et aussi, il a inventé le clavioline, qui est un des ancêtres du synthétiseur, donc en 49. Il y en a un là. Là. Tu l'entends dans les Beatles. Baby, you're a rich kid. Bon, nous, on avait quand même un grand-père, il adorait les images, il filmait tout le temps, il faisait des trucs des fois en stéréoscopie, donc il y avait la corvée. Enfin, pour moi, c'en était une, il fallait monter au grenier, dans les appartements de mon grand-père, et il nous projetait des trucs. Alors, c'était des paysages avec des fleurs, des machins. Et moi, au bout de 10 minutes, Tu avais par exemple un plan dans un sous-bois, et pendant 5 minutes, il n'y avait rien, et il disait attendez. Et au bout de 5 minutes, il y avait une feuille qui tombait. L'influence de son grand-père est déterminante sur Michel. Ses idées, même les plus folles, se développent toujours avec une logique scientifique qui emprunte aux mathématiques, à l'architecture et parfois même à la littérature. Fada, je craigne des gueux, je vous prenne tous ici, un par un. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid, ils scrutaient la salle, le 3 quarts en cul roulé autour du... Pour le groupe IAM, pionnier du rap français, Michel imagine un effet de zoom calé sur la musique. Une trouvaille qui va contribuer à faire de ce morceau leur premier grand succès. On a rencontré pas mal de réalisateurs, de clips de différents réalisateurs qui nous ont présenté chacun leur projet, ils sont venus avec des images et des idées.
Et en fait, pourquoi on est avec Michel Gondry maintenant? Eh bien parce que c'est l'idée qui nous a le plus séduit en fait. Il a commencé par le procédé en fait. D'accord, ok. Et je pense que souvent Michel arrive avec le procédé technique. Qu'est-ce que je vais faire techniquement pour rendre ce clip atypique? Le concept que propose Michel ce jour-là trouve son origine dans une référence littéraire. Une référence que le réalisateur n'avait pas révélée à l'époque au rappeur marseillais. Le clip de I Am, Je danse au Mia, c'est inspiré d'une nouvelle russe. C'est un gars qui va voir un notaire et à chaque fois, il se visualisait en train de passer le pont à 200 mètres plus loin et après, quand on était sous le pont, il se visualisait en train de passer un chemin. Et c'est des choses que tu fais quand tu es enfant ou quand tu es obsessif, compulsif. Comme toi. Et donc j'ai eu cette idée de faire ces zooms qui nous emmènent dans le futur à chaque fois du clip. On n'a pas eu un réalisateur qui a dit non, on va faire un truc aseptisé, on va faire un truc très arty, très mode. Non. Derrière le succès de Je danse le Mia se cache en fait une chronique malicieuse de la génération funk du Marseille des années 80. C'est un morceau sociologique, bizarrement. Quand on gratte un peu, en fait, c'est l'histoire d'une génération qui a vécu des soirées dans des boîtes alternatives parce que les boîtes officielles ne le laissaient pas rentrer. Ce clip-là a permis à des gens qui sont pas issus de notre culture ou de la culture du funk de pouvoir comprendre ce qu'étaient ces années-là. Je danse le Mia. J'étais obsédé par faire un clip mieux que le précédent. J'avais une pression incroyable pour pas faire un clip où on se dise ça vaut pas celui-là. En filmant au caméscope ces répétitions, je n'avais aucune conscience de participer à ce qui allait devenir le clip culte de l'électro-française des années 90. Si j'avais su, je me serais un petit peu plus appliqué avec ma caméra. J'ai commencé à dessiner la chorégraphie en utilisant le principe suivant. Chaque instrument est représenté par un groupe de danseurs qui représentent le plus possible leurs caractéristiques. Les bassistes sont des athlètes, la boîte à rythme c'est des momies, les guitares des squelettes, le vocodeur des robots et le synthétiseur des disco girls. Je me dis, je voudrais voir dans la danse ce que j'écoute, non? Chaque instrument, chaque partie musicale. Bon, il y a celle-là, bien sûr. Il y avait la marche des robots. Je pense que tout le monde a fait. Tout le monde. Et Michel, quelque part, comme il est musicien, il visualise la musique, c'est ça qui est génial. He's given a sort of human, like a character to the sounds, you know, he's giving a humanity to this very, you know, amazing, like, functional kind of groove music. He's making it characters and real and making us respond to it. I think that what's funny is that, especially in this video, we could have thought of a better idea than what he did. It totally matches the music. Il fait ce qu'il a vraiment dans sa tête. Il a un monde imaginaire qui est incroyable et il y va. Il ne se pose pas les questions, il a un rêve et il va. Et il m'a laissé rêver dans son rêve. Malgré la notoriété du groupe, je me souviens d'un tournage sans énormes moyens, où Michel fait une fois de plus confiance à son sens du bricolage. Do it yourself. Il demande à sa styliste, Florence Fontaine, de créer des costumes en détournant des objets. Et à son frère Olivier d'inventer un système de programmation de l'éclairage qui s'inspire d'un souvenir d'adolescence commun. C'était le jeu de lumière qu'on avait fait pour une fête en 82. Ah ouais. Les gens parlent encore de cette fête, c'était un moment fort. Et j'avais fait un jeu de lumière, tout sur le mur comme ça, et on programmait ensemble les formes. Et quelque part, c'est un peu devenu Daft Punk 15 ans après.
qu'il n'y avait pas les moyens, donc il a fallu que je fasse les cartes électroniques, le programme, Cap Final qui avait une dizaine d'heures de retard, on était 5 à souder ensemble avec François. Quelle galère ce tournage! Mais avec Around the World, les Daft connaissent un succès planétaire et le clip devient aussitôt un marqueur de l'époque. Timeless classic. It still is great now as it was when it came out. I don't think a lot of videos from the 90s aged as well. You cannot do videos like that for everybody because you need a trust. Comme avec Björk, Beck ou les Chemical Brothers, Michel développe avec les White Stripes une collaboration de longue haleine. Son laboratoire visuel turbine à plein régime au service du rock garage de Détroit. L'histoire avec les White Stripes, c'est assez drôle parce qu'ils avaient vu un clip pour Lenny Kravitz avec toutes les lumières, le dôme, qui est fantastique, c'est un des meilleurs clips qui existent. Et il y a une confusion parce que j'ai fait aussi un clip pour Lenny Kravitz, sauf que le mien il était raté. Et ils m'ont appelé et on a fait un rendez-vous. Et puis après, ils se sont aperçus que c'était pas le bon réalisateur. Mais entre-temps, j'avais fait une tête en Lego de Jack. You brought a sculpture of my head made out of Lego and just brought it on the table and I think said this is going to be the video. En s'inspirant de ces jeux d'enfants, Michel élabore un concept minimaliste qui colle avec l'énergie brute des White Stripes. Pas besoin de gros moyens. Des briques de 4 couleurs, quelques boîtes de pellicule 16 mm et une caméra Bolex en mode animation, image par image. Artisanal. It was one of those moments where Meg and I knew, oh my God, we're actually going to be in the hands of respectable people. It's actually amazing artists that we can work with that can come up with their own ideas and bring it to our world and it'll work. And I was to see you on the set. At first, when I was watching you, you were smiling and laughing while you're watching the playback. I'm smiling because I realize it's working. Yeah. And I invested all this money, all this effort with no knowledge if it's going to work. Right. And luckily, he has been working most of the time. And a couple of times I fucked up. And every morning I say a mental excuse to those artists. Yeah. Those like 3 artists, I really fucked up. They pay for the other. There was a moment where I went to a family gathering and all my nieces, the little girls, were all watching the Lego video live on television. And when it finished, I think one of the kids said, "Play it again." And I thought, oh my God, like something that we're doing, it's not just for garage rockers in Cleveland and Pittsburgh. No, this is my niece likes this now. So this was a moment where like I had to think of something that was really popular, that was also really good. And part of my mind was like this, like The Simpsons. Like The Simpsons is really good, but my nieces and nephews like that. It's like that. 2 ans plus tard, c'est avec un autre clip, détourné dans une séquence culte des Simpsons, que Michel et les White Stripes entrent définitivement au panthéon de la pop culture. Boom, 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 boom. It's my technique I invented there. I put my best idea if there is a boring part in the song. Oh, okay. And so the idea was they were going into the train and outside of the train like that. I mean, then it's fine because you don't get bored. I mean, sorry, the song is great, you know? But I forgot why I started to talk about that. J'ai beaucoup regardé de films musicaux comme les courts-métrages de Norman McLaren ou de Oscar Fischinger, où il y a
énorme rigueur et une association de l'image et de la musique. Donc j'étais éduqué par ça et c'était un petit peu ce à quoi j'aspirais quand j'ai commencé à faire des clips. Au milieu des années 1990, Michel n'est pas le seul à dynamiter le monde du clip par ses propositions décalées. D'autres clippeurs font parler d'eux, et en particulier Spike Jonze. Le Californien, qui a commencé en réalisant des vidéos de skateboard, est lui aussi devenu la coqueluche des artistes les plus pointus. La cool attitude en plus. Une rivalité s'installe entre les deux clippers qui devient amicale quand ils se rencontrent enfin. It was a concert of Shibomato at the Troubadour, and Spike was there. But I had no idea who he was, but I talk, because I'm very nice, I talk to stranger. And he say, oh no, I'm Spike Jonze, I'm a director. Ah, Spike, I love your video, I thought you were the bus driver. I was very excited to meet him. I've talked to him for like half an hour before he figured out. He had a little notebook. I was like, how did you do that video? Okay, yeah. I feel like when we first met, I was asking you about visual effects, and you said, it's like a magician. You do the trick when they are not looking. So then when the trick happens, they don't know how it happened. And I was like, oh. And then I basically changed the way I did visual effects. Do you imitate my French accent? Oh, no, I would never do that. Why would I do that? Michel et Spike finissent par partager les mêmes bureaux, beaucoup d'idées et Björk, aux grandes dames de Michel. Many times I do 10 videos with an artist and somebody else does one video and that's a big hit. Like you did for Björk. You did Also Quiet and that's our biggest hit ever. I was trying to sabotage your career. No, don't make it funny. It was difficult for me. You make shadow on my lens. That's sabotage. Sabotage. Mais dans le petit duel amical que se livrent Michel et Spike, le Frenchie va marquer un point décisif. Les Rolling Stones. Like a Rolling Stone. Alors là, on peut pas aller plus haut là. En réalité, ça fait plusieurs années que Michel a d'autres rêves. À défaut d'aller plus haut, il veut aller ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a projeté le clip Isobel, donc de Björk, au cinéma, ça s'appelait le Electric Cinema à Londres. Et on l'avait tourné entièrement en film et monté en film. C'était la première fois que j'avais un travail qui était projeté sur un grand écran avec les gens qui regardaient. Je me suis dit que c'était autre chose que de voir son clip projeté comme ça entre coupés de pub. Et je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. À l'époque, j'étais toujours l'assistant de Michel et je peux en témoigner, malgré tous ces clips gorgés de cinéma, les portes des salles obscures restaient bien verrouillées. En France, pour le cinéma indépendant, il fallait vraiment être auteur. Donc il me semblait pas que j'ai ma place. En 97, j'ai décidé de venir habiter à Los Angeles dans l'espoir de trouver un film à réaliser. Une des qualités des États-Unis, c'est qu'ils ont, au niveau créatif, pas de préjugés. Ici, on arrive avec une bande démo avec que des clips. Ça n'empêche pas les gens des studios de voir la possibilité de pouvoir faire un film. Michel loue une maison à Hollywood, l'endroit idéal pour se confronter à ses rêves de cinéma américain. Il y a une période d'adaptation à Hollywood, ne serait-ce que passer le permis, apprendre l'anglais, plus ou moins. J'avais... Mais c'était avec François. Bah oui, bien sûr. On est venu avec un traducteur électronique.
Et on prenait les scripts et on les lisait comme ça, on les traduisait. Je sais pas combien de temps ça nous prenait de faire un script. Après notre arrivée, je suis notamment chargé d'organiser des rendez-vous pour Michel avec des producteurs américains. Impressionné par ses clips, il lui propose des scénarios bourrés d'effets spéciaux. Mais ce n'est pas ce que Michel recherche. Putain, elle braque 0. Ah ouais, c'est ça, c'est le rayon de braquage qui est vraiment pourri. Tu m'as toujours dit qu'un de tes films préférés, c'était Retour vers le futur. Oui, mais il y a quand même une différence. Oups, je sais pas ce que c'était. C'est pas de ma faute. Disons que quand j'ai fait mes premiers rendez-vous dans les studios, c'est un film que je donnais comme référence parce que j'aimais vraiment beaucoup et pour montrer que je voulais faire un cinéma commercial. Parce qu'en tant que réalisateur français, il s'imagine la nouvelle vague, le cinéma d'auteur. Tu voulais faire un cinéma qui soit accessible à tous, qui soit... Oui, un cinéma populaire, mais qui a quand même des choses à dire, comme les comédies italiennes des années 60 par exemple. En réalité, après avoir mis en image les univers des autres, Michel se cherche lui-même dans le choix de son premier film. Alors, en attendant d'avoir le coup de cœur pour le bon scénario, il enchaîne les tournages de pubs. L'occasion de réaliser de vrais petits films avec les grands moyens du cinéma. Tout est démesuré dans la pub à la fin des années 90. Pour un film de 30 secondes, on part tourner dans les décors mythiques de la Vallée de la Mort avec l'équipe de Massacre à la tronçonneuse. Michel profite d'un tournage pour inventer des effets spéciaux qui ne passeront pas inaperçus. Il y avait ce côté comme ça avec la boulette et qui a été vraiment repris pour The Matrix parce que Joe Silver un jour il m'a appelé et il m'a dit je te signale qu'on est en train de copier. Malgré cet hommage du producteur de Matrix, 3 années passent encore à Los Angeles et Michel ne trouve toujours pas le scénario de son premier film. Je détestais tous les scripts. À un point, je me suis dit, le script par nature, c'est antipathique. Découragé, je décide de rentrer à Paris. Au même moment, Spike Jonze réalise, lui, son premier film, Dans la peau de John Malkovich. There's a tiny door in my office, Maxine, and it takes you inside John Malkovich. There's no such thing as a hole into somebody's brain. Yes, there is. Pour Michel, ce film est une claque. Scénario à tiroir, intrigue labyrinthique, logique déglinguée, Michel vient d'entrer dans la tête du scénariste Charlie Kaufman. Shut up. No. Okay, so Charlie, how long ago did you write this? What? Charlie est aussi timide que Michel, mais Spike Jonze va bientôt les réunir. Une rencontre déterminante. La première fois qu'on s'était rencontrés avec Spike Jonze, on a parlé pendant 7 heures sans s'arrêter. Et avec Charlie Kaufman, évidemment, c'était pareil. Avec en plus, en commun, une sorte d'excitation et de frustration face à la vie, qui est un truc que je retrouve beaucoup dans les scripts de Charlie et que je ressens pas mal. Et un jour, il m'a fait lire ce script qu'il avait écrit quelques années auparavant, Human Nature, et j'ai tout de suite adoré. Michel réalise enfin son premier long métrage, à partir d'un script réputé inadaptable, qui traîne dans les tiroirs des studios depuis des années. Essentiellement tourné dans des décors de cinéma à grand renfort d'effets spéciaux faits maison, Human Nature est une comédie burlesque totalement foutraque. L'histoire d'une femme à barbe transformée en monstre de foire. Human Nature, c'était vraiment un rêve qui s'accomplissait, c'est-à-dire que je passe au film, je réalise un film, j'ai une histoire qui me plaît vraiment, j'ai des acteurs qui me plaisent. Je voulais pas faire un film selon les règles habituelles. Je me disais que je pouvais apporter des choses que j'avais apprises en faisant des clips et que c'était un petit peu mon rôle de ne pas me renier. Mais si Michel a choisi ce scénario pour son premier film,
c'est qu'il s'intéresse à une paria qui fait tout pour se faire accepter. Un regard tendre sur les marginaux et les sans-grades qui va irriguer tout son cinéma. Pour un premier film, le pari est réussi. Human Nature est projeté à Cannes et Michel se fait remarquer. J'ignorais tout du passé de vidéaste, etc., de Michel Gondry lorsque Human Nature a été montré à Cannes. Pour moi, il était un jeune cinéaste qui arrivait avec une voix et un style assez singulier. Il a été inclassable d'emblée parce que il faisait preuve à la fois d'originalité puis d'un certain classicisme. Et il est peut-être un des rares à faire ça. Alors, comment vous êtes approprié cette histoire à vous? Je me suis mis à genoux devant le scénariste et je lui ai fait la danse du ventre. Et voilà, je l'ai convaincu. Et il aimait beaucoup mes clips et on avait beaucoup d'idées en commun sur la vie en général, une sorte de pessimisme humoristique, chimiquement déséquilibré, qui nous caractérise. Charlie et Michel se remettent au travail pour l'écriture d'un deuxième film, avec cette fois un budget plus conséquent. Eternal Sunshine of the Spotless Mind raconte l'histoire d'un homme confronté à la rupture amoureuse la plus douloureuse de sa vie. Pour cesser de souffrir, il décide de faire effacer de sa mémoire la femme qu'il a aimée. You like? That's what I love about it. I mean, the basis of the movie, the script itself comes from such a pure place. And a place we can all identify with, the idea of, lost love and the one you wish you could just forget because it just won't let you sleep at night. My daughter's 16 and she saw it and she just constantly goes on about it. Eternal Sunshine of the Spotless Mind was weird and wonderful, and it's like an invitation for us to just peek into a different part of our brain. What's in our subconscious? What happens? What's real because it's happened or because we're projecting it, and what would things be like otherwise? I think it's an amazing concept. Michel, après avoir longtemps mis en image la musique des autres, se tourne vers le compositeur John Bryan pour créer la partition de son film. You could see that Michel had not only an incredible artistic follow-through, massive creativity, but the understanding of music, and more important to me, the understanding of analogy, which I think is the central artistic, poetic engine. Can you see something and represent it with something else, but represent it genuinely? Either the feeling of it, the mechanics of it. If only I could meet someone new. I guess my chances of that happening are somewhat diminished, seeing that I'm incapable of making eye contact with a woman I don't know. It's not just an intellectual or artistic exercise, not just let's see how far we can go or let's make this jagged. That's easy as hell to do. To have the thing have its emotional resonance throughout is spectacular and makes it singular. Pour ce film qui résonne avec ses blessures personnelles, Michel est parvenu à embarquer deux stars au registre de jeux très différents. Kate Winslet, l'héroïne romantique de Titanic, et Jim Carrey, le roi de la comédie. Pour égaliser les deux, je leur parlais pas en même temps, je prenais Jim à part et je lui disais écoute, c'est pas du tout une scène comique, c'est super sérieux, et j'allais voir Kate et je lui disais écoute, c'est pas sérieux du tout, c'est vraiment vas-y, lâche-toi à fond, c'est vraiment une scène comique. Et ça les égalisait et ils arrivaient, ils étaient dans le même ton. Dès leur première rencontre, tout le charme du film est posé. L'harmonie des contraires envahit l'écran. Hi. I'm sorry? I just said hi. Hi, hello. Hi. Okay, if I sit closer? I have some stuff that I probably should. Oh! I'm writing. I'm sorry. Okay. No. Sure, no, that's okay. I just have, this is. Okay. Oh, hey. Take care then. Jesus.
I just trusted him and let him be my guide and did what he asked me to do. And he would always say to me, "That's Greta, I love this thing you do, is this crazy little dance. Do that again." And I was like, "Michel, I didn't do that for the camera." And he's like, "No, I love it, just do it in this scene." I'd be like, "But she's supposed to be crying. Fuck that, go on, do it." Excuse me. Avec ce deuxième film à Hollywood, c'est la consécration pour le Français. And the Oscar goes to Charlie Kaufman, Michael Gondry and Pierre Bismuth for Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est dans un univers de glamour et de paillettes que Michael Gondry, pas vraiment à l'aise, reçoit l'Oscar du meilleur scénario avec Pierre Bismuth, l'auteur de l'idée originale, et le scénariste Charlie Kaufman. There's so many people worked so creatively on this movie, and so I feel like this award is for all of them, and I most especially want to thank director Michel Gondry. On a apporté une idée, un concept, et c'est quand même Charlie qui a fait tout le travail. Donc je suis super honoré d'avoir cette récompense. Après cet immense succès public et critique, les Américains pressent Michel de poursuivre dans ce registre de films d'auteur grand public. Mais Michel n'est jamais là où on l'attend. Si on va dans un endroit confortable, je pense que c'est là où on va se planter, c'est là où on va s'enfermer. Donc moi, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours essayé de faire des choses différentes à chaque fois. Là, mon prochain film, c'est vrai que comme celui-là a l'air de bien fonctionner, j'ai quand même pas mal de propositions, mais je m'oriente vers un film qui est plus personnel, où que j'ai écrit moi-même, et il y aura moins de sous, alors que bon, la logique, ça serait de faire un film plus gros. Ici. Pour La Science des rêves, Michel revient donc à Paris. Il installe sa caméra dans le petit appartement de Montmartre, où il a vécu en colocation, pour y tourner une histoire autobiographique. Un jeune homme timide tombe amoureux de sa voisine. Mais incapable de vivre cet amour, il s'évade dans le monde des rêves. C'est le premier film que Michel écrit seul, et c'est une fable sur la difficulté de grandir. C'est quelqu'un qui a un univers dans lequel moi je suis rentrée et j'ai adoré. J'avais jamais travaillé de cette manière-là, avec un côté aussi ludique. Ça tourne tout le temps, on refait des prises, on se marre. On joue au premier degré sans avoir du recul et il fallait y croire comme un enfant peut croire à des objets. On se met un casque sur la tête, on fait de la télépathie. C'est du vrai jeu d'enfant. Sur ce tournage, la limite des moyens de production exacerbe la créativité de Michel, qui projette sur grand écran sa passion des effets spéciaux faits à la main. So my dad, remember, and my brother, and Pierre Père, and we all collected our toilet paper roll. This is a city entirely made from toilet paper roll. On a tendance à imaginer peut-être quelque chose de naïf ou de joli. C'est pas ça. Il y a le côté enfantin avec le drame et la noirceur et l'angoisse. Voilà le cauchemar du personnage que joue Gaël. C'est un personnage qui est très très torturé par les cauchemars, par la peur. Ouais, il le joue vraiment, il joue Michel à fond. J'ai grandi sous l'influence de ma mère qui était complètement partie dans des trucs métaphysiques, spirituels. On s'est retrouvés plus ou moins dans une secte. C'était au moment de la séparation de nos parents. Un peu avant. Ouais, un peu avant. Bon, on allait voir des conférences. On avait un espèce de mec, donc Michael Umram Ivanov, avec une grande barbe blanche, très charismatique, des grands cheveux blancs. La lumière.
avoir la lumière, l'amour et la vie. Il n'y a rien de plus important. C'était assez passionnant. Complètement débile, mais... Elle nous avait dit qu'il y aurait une soucoupe volante qui viendrait nous chercher, qu'il y aurait la fin du monde, et qu'on serait 120 000 à aller dans une soucoupe ou dans plusieurs soucoupes, je sais plus, et puis après on viendrait et on peuplerait la Terre. On parlait beaucoup de la réincarnation qui donne une hiérarchie au niveau de l'évolution. C'est-à-dire que le mec qui se sent plus fort, il va aller voir l'autre personne, il va lui dire ben moi j'ai 800 vies derrière moi, toi t'en as 20, donc c'est normal que je sois plus évolué. Et ma mère, elle était dans un groupe de 5-6 et ils l'ont virée en disant qu'elle n'était pas assez évoluée. J'allais voir un de ces mecs en question comme un psychologue, alors qu'il n'avait aucune qualification. Et un jour, il m'a viré en me disant que j'avais rien à dire. Michel était peut-être plus sensible. Oui, il y a des chances que ça l'ait marqué plus plutôt que nous. J'ai été beaucoup plus malléable et en période formative. J'ai une petite rancœur et puis surtout, j'ai une rancœur par rapport à ce que ça a fait à maman. J'ai parlé de papa et de comment il avait un problème avec l'inspiration. Oui. Tu pourrais nous dire, toi, quelle est ta version de l'inspiration, comment on entend aussi, comment tu entends la musique, comment tu la joues? I'm asking her to define inspiration, how she hears music when she plays it, because she's very inspired, she plays very inspired music. C'est difficile à dire. Soit j'ai quelque chose en tête et je le recherche sur le piano, soit je mets mes mains sur le piano et je vois ce qui vient. Elle écrivait des poèmes, elle faisait des chansons. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais ce qu'elle fait, c'est supérieur à ce que tous les autres autour d'elle prétendent qu'ils font. Et j'aurais aimé qu'elle se rende compte, pour pas qu'elle s'autodétruise et qu'elle s'effondre sur elle-même, qu'elle ait au moins la gratification de ce qu'elle faisait. Moi, ça m'a renforcé dans l'idée de me dire, peu importe comment tu trouves ton idée, c'est la tienne. Et elle t'appartient, et si les gens la trouvent bien, ben ils trouvent bien ce que tu as fait. Et comme ça, t'as la motivation pour continuer. Créer sans se soucier du regard des autres, apprendre sur le tas et trouver du plaisir à le faire, c'est ce que Michel va proposer au grand public dans Soyez sympa, rembobiné. L'histoire de 2 employés d'un vidéoclub menacés de fermeture qui vont devenir cinéastes bien malgré eux. Why is it doing that when you do that? What is wrong with you? Bonjour, François. Hi, Jack. My character, Jerry, in a crisis mode, came up with this idea that we would make the movies ourselves to replace all the movies that I had accidentally destroyed with my magnetism. So that's kind of what Sweeting is. You take your favorite movies and make a homemade version of them. That's a sweeted film. You're walking down the street and you see a little ghost. What you gonna do about Ghostbusters? And in some ways, it's better than the original because it's funnier. And that was kind of the fun thing about the movie, is that you can see that in desperation, just to survive, there's a creativity that was born that captures the imagination of the whole neighborhood. I am RoboCop. I heard there was a disturbance at Be Kind Rewind video store. Mr. RoboCop, may I have an autograph, please? Pour tourner cette histoire, éloge de la création personnelle et de la bricole, Michel pose ses caméras loin d'Hollywood, dans un quartier défavorisé d'une petite ville du New Jersey. Donc c'était assez populaire comme endroit, et on voulait pas s'imposer et demander aux gens de se barrer. Donc on a intégré une 60aine de figurants qui habitaient là. There was a family kind of feeling, and I think that's what
Michel was probably looking for, because that seems to be the message of the film. We're not going to survive without a little bit of magic, right? Maybe a little bit of creativity can save the world. We're going to bring this picture back to Passaic, and you'll see it. And it'll go into theaters, and you'll be proud of being in it, and you'll be proud particularly of Passaic. À la fin du tournage, Michel projette des séquences du film aux habitants de Passaic, qui se voient à l'écran pour la première fois. Il filme leurs réactions. Ce sera l'émouvante scène finale de Soyez sympa, rembobiné. On sent cette fierté et cette joie qu'ils ont de voir qu'eux aussi sont capables de faire quelque chose qui est de l'allure et qui les représente. Et ça, à ce moment-là, m'a donné envie de faire l'usine de films amateurs. L'usine de films amateurs est une installation gratuite, implantée dans des quartiers populaires. Elle permet à tout un chacun de fabriquer en quelques heures un vrai court-métrage dans un studio de cinéma éphémère. Il faudrait qu'on trouve un genre de film à faire. Série B romantique absurde avec du suspense. Avec du suspense dedans. Je pensais à un truc du style la vendeuse d'éponge du café, par exemple. Pas mal, ouais. C'est réglementé pour que chacun puisse s'exprimer, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va prendre le dessus. On doit trouver la personne qui n'a rien dit pendant toute la séance. Elle est nominée pour dire la fin de l'histoire. Et c'est intéressant parce que les gens, souvent, quand ils disent rien, ils ont plein d'idées, mais ils n'osent pas les dire. Donc, boum, il y a un apport de fraîcheur. Et ensuite, Ok, silence. Action. On avait fait un film avec ma concierge, elle n'avait rien dit. Donc à la fin, elle était désignée. Elle avait une bière, elle a dit « Moi, je m'en fous tant que j'ai ma bière ». Et à la fin du film, c'était elle qui soulevait sa canette et qui disait « Moi, je m'en fous tant que j'ai ma bière ». Et c'était super drôle. Pendant plusieurs années, Michel installe ses usines de films à Moscou, Buenos Aires, Tokyo, Bruxelles, New York, Casablanca, Paris, Johannesburg, Sao Paulo. Action. Partout, il met à disposition du public un pur espace de liberté. Au Maroc, il y a quelqu'un qui est passé qui a dit que c'était un des seuls endroits qu'il avait vu dans son pays où il y avait une vraie liberté d'expression. Donc... Alors que ces usines de films amateurs font le tour du monde, Hollywood propose à Michel un blockbuster à 120 millions de dollars. Le Frelon vert. Il accepte à une seule condition, pouvoir subvertir les codes du film de super-héros. I smash window, you shoot in. Every man will Dans Le Frelon vert de Michel, le héros n'est pas le milliardaire joué par Seth Rogen, mais son homme à tout faire, un bricoleur de génie. Michel s'amuse aussi à démolir les clichés du mâle protecteur. The character wasn't a typical female character in an action hero movie where she had, became the love interest, or that she was just sort of, the eye candy. She was really sort of the mastermind of the whole entire game plan. Just run, hurry, just stop. It hurts. Okay, I can't do it. Take me to the hospital. Shut up! Okay, look, if I'm the mastermind of this, just let me have a second of silence so I can figure this out, okay? For years, we worked on the screenplay, and like Michelle was saying, it was kind of a negotiation at times with the studio as to how weird could we make things and how subversive could we make things and still have the movie be the type of movie that warrants the budget that it was given and that could potentially recoup that budget. J'aimais pas du tout, quand j'étais petit, les BD de super-héros. Je trouvais que c'était ridicule, ces histoires de mecs en slip et en cape qui vont sauver le monde. L'idée qu'une personne va sauver les gens du chaos, parce que la communauté n'est pas capable de s'occuper d'elle, c'est la définition du fascisme.
Et si, au fond, le vrai super-héros de Michel ne portait ni cape ni masque? Nouveau long métrage de Michel Gondry. Cette année, il présente à Cannes L'épine dans le cœur. Un film qu'il a consacré à sa tante, Suzette Gondry, qui, de 1952 à 1986, a sillonné les écoles des Cévennes en tant qu'institutrice. Et donc, qui accompagne donc Michel, ce soir, sur le tapis rouge à Cannes. En se dévouant à l'enseignement des enfants défavorisés, rapatriés d'Algérie ou d'Indochine, c'est peut-être Suzette qui a éveillé l'humanisme et la conscience sociale de Michel. L'idée qu'un cinéaste se serve d'une caméra, comme on dirait d'un grand écrivain qui va écrire le prix Pulitzer ou le prix Goncourt, mais qui tout à coup, avec son même talent littéraire, va décider d'aborder un sujet pour faire un livre de 40 pages, eh bien c'est un peu ça qu'il faisait. Et le film est d'ailleurs assez peu gondriesque, mais peut-être que ça dit beaucoup de choses sur lui. Comme s'il voulait faire le contraire des projets de pure fiction dans lesquels il s'engage, et comme s'il voulait que son autre pied ne quitte pas la terre où il est né, ou la terre qu'il ensemence lui-même. Et quand quelqu'un mourait, il fallait le descendre au cimetière. C'est pour ça qu'on a appelé ce chemin le chemin des morts. Alors quand je descends comme ça, je pense à tous ces gens qui ont vécu ici difficilement quand même. Après le tournage intime et tendre de L'épine dans le cœur, Michel va se lancer dans le projet le plus périlleux de sa carrière. Puis un jour, boum, on me demande de réaliser une adaptation de L'écume des jours. Aïe 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 aïe. C'est trop beau et effrayant à la fois. Je vais utiliser toutes mes petites inventions visuelles, faire un film libre, explosé, coloré, sombre puis noir. Comme souvent dans le monde de Michel, la découverte du roman culte de Boris Vian est un souvenir de jeunesse. Comment pouvait-il ne pas s'identifier à cet ingénieur, devenu écrivain, musicien, peintre, scénariste, inventeur d'instruments fantaisistes et fasciné par les cartoons et le jazz américain? S'attaquer à L'écume des jours est un défi immense. L'histoire d'amour entre Colin et Chloé est une rêverie surréaliste, réputée inadaptable au cinéma. Mais Michel se lance, avec un budget qui lui permet de tout tenter. Son ambition est démesurée. C'est vrai que j'allais plus loin que d'habitude dans les idées. Une idée en amenait une autre, en amenait une autre. J'avais vraiment envie de les voir se réaliser. Donc c'est vrai que c'était pas facile pour les autres. Notamment pour le chef décorateur du film, Stéphane Rosenbaum. Qu'est-ce qu'il me reste un truc de l'écume. Michel, il avait dessiné ça en fait. Donc c'était comme ça. Hey, salut Colin, tu vas bien? Oui, ça me fait plaisir de te voir. Bonjour. J'arrivais sur le plateau là, à 7h, donc j'ouvrais mes mails et là je voyais plein de petits dessins, tout ça, mais ça c'était pour tourner dans la journée quoi. C'était une bonne galère parce que comme Michel il aime que tout fonctionne pour de vrai. Le soir, donc nous on partait, il allait se mettre en pyjama, il avait un pyjama avec des petites fusées là. Hop, il allait prendre sa douche, brosser les dents et tout, et puis il revenait. Et puis là, il faisait toutes les scènes d'animation, la sonnette qui bouge, tout ce qui est en animation, il le faisait avec une équipe d'animation la nuit. Je restais le week-end, j'étais tout seul, je faisais des dessins, des croquis, j'écrivais des choses. Je me suis dit, je vais rester au studio et consacrer chaque heure de ma vie à faire ce film de la manière la plus exacte de mon esprit. Il voulait tellement faire ce film et ça faisait des années quoi qu'il voulait. Donc vraiment, il avait mis tout de lui. Quand on adapte un film, on l'adopte. C'est un enfant qui vous ressemble et qui n'en fait qu'à sa tête. Je pris donc Colin et Chloé par la main et les conduisais où je pensais devoir les mener.
On a couru partout, au studio d'Épinay, au métro Botzaris. D'abord frénétique, puis lente et finalement pénible, notre course est ralentie et j'ai souffert. En me retournant, j'ai aperçu le visage de Boris qui regardait tout ce qu'on faisait par-dessus mon épaule. Je le sentais qui me regardait. C'était très, très lourd à porter. Donc je me suis mis cette pression. Dans ce tournage particulièrement, j'ai senti comme si il manquait un peu d'air. Je sais pas, c'est vraiment une sensation que j'ai eue. Comme s'il était un peu... Par moments, je le sentais un peu malheureux. Ne dites rien s'il vous plaît, je sais très bien. Il suffit que quelqu'un dise dans l'autre sens et tout le monde va penser dans tous les sens. Oui, c'est vrai, c'est dans l'autre sens. Donc tac, le guidon il va là, votre machin il va là, la chaise elle va là, et le truc il s'en passe pas. Moi j'avais peur de le perdre. À un moment, ouais, il était parti quoi. Le film vaudra un César au chef décorateur Stéphane Rosenbaum et séduira près d'1 million de spectateurs français. Mais il sera boudé par une partie de la critique et du public. Il y a des millions de Colin dont les 3 quarts ne se reconnaissent pas dans mon Colin. Et ces gens ne se sont pas privés de me le dire et de me l'écrire. Comment vous sortez de ce film? Épuisé, joyeux Épuisé et un petit peu anxieux. C'est pas la période la plus facile à vivre pour moi. La filmographie de Michel, on voit bien que le cheminement est quand même chaotique. Mais à l'arrivée, je suis convaincu qu'il est en train de faire l'œuvre qu'il avait envie de faire. Et tous les cinéastes peuvent pas le dire, ça. Dans les années qui suivent, Michel continue à créer comme il l'entend. Il enchaîne clips, pubs, films et s'essaie même au format de la série avec son vieux complice Jim Carrey. Where you never know what's on the plate. Mais excuse-moi, mais combien d'années tu vas prendre pour faire ton film? Ok, bon ben on va s'installer. Quels que soient les succès ou les revers, il est une chose à laquelle Michel n'a jamais renoncé. Il replonge régulièrement dans les feuilles de couleur, crayons, ciseaux et bâtons de colle de ses débuts. Le jaune est une couleur extrêmement sous-estimée. C'est la couleur la plus lumineuse de l'arc-en-ciel. Un refuge qui lui permet d'animer à la main des histoires, loin des contraintes du cinéma, avec son imagination pour seule limite. La plupart du temps, ce que je fais, c'est des films pour ma fille, qui a 6 ans et demi. Et elle me donne le titre, et moi j'écris l'histoire, et je me dis, mais c'est pas possible, il y en a pour des semaines et des semaines. Et je me lance quand même sans penser que je vais le terminer. Et au bout d'un moment, j'ai fait 3, 4, 5, 6 plans, j'ai envie de voir la suite, ce que ça va donner. Mais comme d'habitude, je pars sur une idée, et puis tout d'un coup j'ai l'idée, oh ben je vais utiliser tous les décors. Donc voilà, après j'ai envie de le faire, je peux pas m'arrêter. Alors tu fais des films d'animation qui peuvent durer jusqu'à 20 minutes, ça te prend 12 heures par jour pendant des semaines, et tout ça c'est juste pour un spectateur? Une spectatrice. So hard to focus this, right? What is the thing you are most proud of? Well, I have a school in France who took my name. Really? Yeah. Do you have a school with your name? I've got like a few, yeah, I think. Yeah. No. J'ai tapé dans le GPS Collège Michel Gondry et il nous emmène au Collège Michel Gondry. C'est vrai? Ouais. J'ai tapé Collège Michel Gondry, on va arriver pile poil. En 2019, les jeunes étudiants en cinéma du collège de Charny en Bourgogne ont choisi de donner à leur école le nom du réalisateur. Quels sont les élèves qui ont les meilleures notes?
Et les pires notes. C'est bien, c'est honnête de le dire. Il vaut mieux être ami que d'être le plus fort. Ce qui est important en général, et surtout quand on fait un peu ombre chinoise, c'est de faire la place dans le décor pour pas que ça se chevauche trop. Le cac, c'est très joli quand il touche pas vraiment, ça fait un effet de brouillard. Pour faire de la fumée, par exemple, je dessine des petits nuages dans plein de cac et je les ajoute ou j'en enlève. Et ça fait comme un nuage. D'accord. Vous voulez que je dise un truc? Oui. C'est nul. Non, super bien. Est-ce qu'au moins vous êtes content d'être ici? Ouais. J'aime bien venir, surtout quand vous faites Michel. J'ai l'impression de servir à quelque chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pas de problème. Retour vers les Cévennes. Pour son 12e film, Le Livre des Solutions, je retrouve Michel, entouré de sa plus proche équipe et d'une nouvelle génération de comédiens. Je t'ai dit que j'avais mon école. Oui, tu m'as dit ça, bien sûr. Il tourne dans le village de sa tante Suzette, où il passait ses vacances enfant. Ok, c'est bon là. C'est trop bien. Bon, alors maintenant, on fait l'avancée avec le petit garçon qui vient vers la caméra, qui dit aux gens de se pousser. On sent un très fort attachement de Michel pour ici. Ouais, il nous a amenés à la rivière en bas. Il a dit voilà, c'est ma rivière. Il a dit si un jour on m'avait dit que je ferais un film à l'endroit que je préfère au monde, et il parlait de son petit bureau qui est juste là où il dessine quoi. À chaque fois que je vous vois, je suis super énervé. Pourquoi? Et après, au bout d'1h30, je suis content de vous voir. Plaisir. Et ça prend du temps. Eh ouais, c'est normal, on a un peu l'œil de Et comme on est assez familier, j'ai du mal à cacher mon énervement. Cela fait désormais 30 ans que j'ai rencontré le batteur de Oui Oui. Au fil des ans, il est parvenu à marquer de son empreinte des pans entiers de la pop culture. Mais plus encore que ses choix artistiques, c'est une éthique très personnelle qui a permis à Michel d'imposer son style inimitable. En me dévoilant les convictions qui guident depuis l'adolescence son processus de création, il propose une méthode accessible à tous. Il y a plein de gens qui te disent toujours je vais faire un film, je vais faire ça, je ne sais pas si je vais le faire, et finalement ils ne font rien. Donc quand on a son idée, il faut démarrer. Ensuite, c'est apprendre en faisant, c'est-à-dire que quand tu démarres ton projet, tu n'es pas sûr de savoir exactement comment tu vas régler tous les problèmes. Et tu trouves les solutions au fur et à mesure que les problèmes se présentent à toi. Donc tu apprends. Ensuite, c'est ne pas écouter les autres. Quand tu as une manière de faire qui est différente, tu as toujours des voix qui te disent « c'est pas comme ça qu'on fait, ça marchera pas, tu devrais faire ça ». Donc il ne faut pas les écouter. Il faut continuer à avancer en faisant abstraction des critiques. Et le dernier symbole, c'est le contraire, c'est d'écouter les autres. Une fois qu'on a bien avancé le projet, là, on peut prendre en compte les avis des autres pour avoir un apport extérieur qui peut encore améliorer le projet. Et après, on revient à l'étape d'avant, ne pas écouter les autres. Si les gens commencent trop à casser ton travail, tu arrêtes de les écouter à nouveau. Super. Voilà. Merci beaucoup. Il faut avoir de l'autorité dans la vie. Consider it cheating now. With a curl.
Everybody bears repeating.